président Chirac donne l'ordre à ce qu'on détruise toute la flotte aérienne ivoirienne. Chirac était votre ami, non? Il n'a jamais été notre ami. Il n'a jamais été notre ami. Il n'a jamais été notre ami. On va tuer les Ivoiriens. Donc pour moi, comme je le dis, pour nous, je pense que monsieur fait référence aux déclarations de Robert Bougie lorsqu'il dit que le président Gbagbo a financé la campagne de Jacques Chirac. Non, mais ça ne veut pas. Non, ça ne veut pas dire qu'ils sont amis. Ah, non. Si vous donnez 2 millions d'euros à quelqu'un, ce n'est pas votre ami, c'est que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Bonsoir à tous. Ce 20 février, la France a rétrocédé sa base militaire de Port-Bouët à la Côte d'Ivoire. Elle a été rebaptisée le camp Thomas Dakin Ouattara, du nom du premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Quel est le bilan de la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire? Pour en parler, je reçois Tiekoura Diaby Aboubaka, délégué extérieur du RHGP en charge de l'organisation. J'ai bien dit? De l'implantation et des adhésions. Très bien. Bonsoir, merci d'avoir cette invitation. Et Marcel Achot, administrateur général du cabinet de la représentation PPACI en France. Bonsoir. Bonsoir. C'est bien aussi? Oui, administrateur général du PPACI France. Ah bon, je lis les comme on a un chef de cabinet, donc voilà, je suis administrateur général du PPACI France. Oui. Il y a des grandes bureaucraties dans les partis politiques ivoiriens, mais bon, allez, on met ça de côté. Mais ce que marque ce moment pour la Côte d'Ivoire, comment avez-vous vécu cette rétrocession-là hier? Bonsoir à tous. Bonsoir à M. Chaud. Bonsoir, comme je vous disais tantôt, je suis M. Diaby et je représente donc le RHDP sur ce plateau pour parler du bilan de la présence des forces françaises en Côte d'Ivoire. Donc nous avons assisté hier à la rétrocession effective du camp à l'armée ivoirienne. Et nous pensons que c'est une bonne chose et surtout que cette rétrocession s'est déroulée dans de bonnes conditions d'entente mutuelle entre les deux parties. C'est chaud. Merci bien. Je vais d'abord saluer l'antenne, d'abord pour cette tribune qui nous est offerte de nous exprimer sur le dossier sur la rétrocession de la base militaire en Côte d'Ivoire et sur d'autres dossiers du paysage politique ivoirien. Déjà, il faut noter qu'il y a eu d'abord le transfert d'autorité depuis le 18 octobre 2024 et puis hier on a assisté à cette rétrocession. Mais bon, pour ce qui est de la rétrocession, cela est dans l'ordre normal des choses, puisque les pays qu'on appelait le précaré français, la plupart des pays qui avaient déjà des bases, voilà, ces bases sont déjà parties, des bases françaises ont été chassées, donc la Côte d'Ivoire ne peut pas être en reste, même si on nous parle voilà, de conditions souples. Elle n'a pas été chassée en Côte d'Ivoire, hein? Non, elle n'a pas été chassée, ça il faut le dire. Mais dans tous les autres pays, ça a été fait. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre toute seule voilà, de se taguer, de garder une base française. Donc il fallait trouver voilà, les modalités d'un départ souple de cette base militaire. Certains critiquent un faux départ. Ils considèrent qu'il y a une forme de... parce que les militaires français restent encore pour des questions de formation et aussi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ils auraient peut-être privilégié aussi une rupture à l'instar des pays de l'AES. Est-ce que vous, au PPACI, vous considérez que c'est un faux départ aujourd'hui, ce qui se passe? Oui, ce n'est même pas un départ. Voilà, ce n'est pas un départ parce que là, on rétrocède déjà que des installations. Mais les soldats restent sur place, puisqu'on a écouté le ministre de la Défense, Téné Birahim Ouattara, qui disait qu'une bonne partie de ces soldats seront redéployés à Bouaké pour se charger de tout ce qui est formation et tout ce qui est renseignement. Et là, ce qui est même surprenant, c'est que déjà, depuis 2017, il y a l'Académie de lutte contre le terrorisme qui est basée à Jacquesville. Ouais. Déjà, un contrat qui a été signé entre le président Ouattara et le président Macron. Donc, il y a déjà des soldats français qui y sont. Donc, le fait de fermer juste une base, cela ne veut pas dire que les soldats s'en vont. Il y a déjà Jacquesville et il y a déjà des soldats qui sont là. Et ça, c'est déjà fait en amont de cette rétrocession. Monsieur. D'accord. Moi, je voudrais juste dire que la sécurité d'un pays
est vraiment très importante. Garantir la sécurité d'un pays est vraiment très, très importante. Quand j'entends que les Français ont été chassés de certains pays en Afrique, mais quand on regarde le risque sécuritaire derrière le développement du grand banditisme, du terrorisme, les attaques récurrentes après le départ des forces françaises, on est à mesure de se demander si effectivement ce départ précipité des forces françaises était une bonne chose. En bonne intelligence, le président Ouattara a voulu, dans un premier temps, que l'armée ivoirienne puisse monter en puissance, qu'elle puisse avoir ses propres moyens de défense, et en s'appuyant sur des experts qui sont français ou américains ou autres, pour former les forces ivoiriennes. Elles sont aujourd'hui opérationnelles, elles ont la capacité de se déployer pour faire ce que l'armée française serait en mesure de faire. Parce qu'aussi, il faut comprendre le contenu des accords de défense signés en 2012 par le président Ouattara. Les accords de défense en 2012 ne permettent plus à l'armée française d'être en opération sur les théâtres. C'est l'armée ivoirienne en appui qui travaille sur le terrain. Il faut que cela soit clair. Donc maintenant, certains pays choisissent une rupture brutale avec la France, c'est leur bon droit. C'est leur bon droit. Maintenant que la Côte d'Ivoire décide, avec sa diplomatie souple, de demander à la France, de discuter avec la France, pour qu'on puisse partir en de bons termes, pour ne pas faire d'histoire, pour que demain, si nous avons besoin encore de la France, des services de la France en matière de renseignement, en matière d'intelligence humaine, en matière d'intelligence militaire, que la France puisse revenir, nous donner aussi des formations, c'est de bonne guerre. Ces pays dont M. Ocho parle, M. Acho parle, excusez-moi, ont bien contacté des relations avec d'autres puissances qui leur fournissent des appareils, qui leur fournissent ce qu'elles veulent. Mais pourquoi dénier à la Côte d'Ivoire la possibilité de faire aussi ce qu'elle veut? On ne dénie pas à la Côte d'Ivoire la possibilité de faire ce qu'elle veut, puisque c'est ceux qui sont au pouvoir, c'est à eux de gérer tout ce qui concerne le volet sécuritaire et défense de la Côte d'Ivoire. Mais quand j'écoute mon frère du RHDP, là je vais déjà parler d'un pays comme le Mali. Le Mali avait une présence militaire française. Et on a même vu le président malien d'alors, Feu Ibeka, qui avait même du mal à se rendre dans certaines régions. Il a fallu que le président français d'alors, François Hollande, aille à Kidal et il a demandé à ce que le président malien le rejoigne. C'est-à-dire le président français il est libre d'aller sur un territoire malien où le président malien même ne peut pas s'y rendre. Et quand ce que la France qualifie de putschistes et que les Maliens qualifient de libérateurs, les colonies qui sont au pouvoir sont arrivés, aujourd'hui la ville de Kidal est tombée. Et hier la France faisait miroiter qu'à Kidal, il y avait des terroristes, il y avait une grande force qui combattait l'armée française et l'armée malienne, et que les Maliens ne pouvaient pas céder. Mais on a vu que quand ils ont demandé aux troupes françaises de partir, le Mali a commencé petit à petit à reprendre l'intégralité de son territoire. Donc à un moment donné, ces militaires français qui constituent des forces qui occupent des zones tampons, mais ils ne sont pas là pour pacifier les États. Ils sont là pour... comment je vais le dire, pour pérenniser l'impérialiste et puis leur mainmise sur les richesses de certains pays africains. Bon, je crois qu'on on va pas trop élargir la vocale, mais j'aimerais revenir un peu. On va essayer de comprendre, mais justement, on va se regarder chez les voisins souvent, mais on va essayer de comprendre les deux doctrines de vos différents partis politiques. Est-ce qu'il était nécessaire de maintenir un minimum, une présence souple encore française en Côte d'Ivoire, sachant le vent de souverainisme qui gagne un peu le continent? Là, je me tourne du côté du RHDP parce que c'est vous qui êtes en responsabilité. Moi, je pense que c'est de bonne guerre. Après, selon les idéologies politiques des uns et des autres, d'aucuns peuvent décider de ne plus s'allier avec la France, mais si vous n'alliez pas avec la France, vous allierez forcément avec notre puissance militaire. Ça, c'est clair et précis. Maintenant, je reviens encore, je le redis. Les militaires français qui sont restés en Côte d'Ivoire, je pense qu'ils sont au nombre de 80, au grand maximum 100. Monsieur Acho parlait tout à l'heure de la base de Jacquesville. Jacquesville, oui. Jacquesville, c'est un centre de formation antiterroriste qui est financé par plusieurs entités. Ce n'est pas que la France. Il y a des formateurs américains qui viennent
il y a des formateurs français qui viennent, et il y a même des militaires et des policiers de toute l'Afrique qui viennent pour être formés là-bas. Donc comprenez que l'approche sécuritaire est très importante dans la gestion d'un pays. Un pays où il n'existe pas de sécurité, où la population ne peut pas se lever le matin et vaquer à ses occupations de façon sereine, où les investisseurs ne peuvent pas venir produire de la richesse, ça n'a pas de sens. J'arrive. Moi, je suis tenté de demander, est-ce que la sécurité des Ivoiriens passe forcément par la présence de forces étrangères? J'arrive. Quand on parle de forces étrangères... J'englobe pas forcément la France aussi. Sans personne, ce n'est pas un envahissement, qu'on soit très clair. Après, il n'y a pas 100 militaires ivoiriens aussi en France. Non, mais après, ce n'est pas la même configuration. Il ne faut pas non plus inverser les rôles. Sans prendre vraiment parti, moi je voulais qu'on interprète les propos du président sénégalais lorsqu'il disait que c'est un peu une anomalie de voir que dans un État souverain, il y a encore des militaires étrangers, même au nombre de 100. Je vous retourne pas la question, mais je vous ramène un peu aux premiers accords de défense qui ont été signés en 1961. Les premiers accords de défense en 1961 disaient que les pays signataires avec la France pouvaient mettre à la disposition aussi de la France des soldats. Parce qu'on venait de sortir de la Deuxième Guerre mondiale où le monde était bipolarisé. Et en retour, la France aussi devait assister ces pays africains-là au cas où il y aurait des problèmes en externe et en interne. Mais progressivement, le dernier accord que le président Ouattara a signé avec le président Sarkozy, je pense Sarkozy ou Hollande en 2012, mais il était dit qu'il n'y a que les forces ivoiriennes qui peuvent être en opération sur le terrain de Côte d'Ivoire. Donc quand vous prenez toutes les garnisons ivoiriennes, il y a combien de soldats français dans les garnisons ivoiriennes? Alors, on va faire simple. On est passé de 1000 soldats à 300, à 400 aujourd'hui. OK. Et maintenant à 1000. Il faut qu'on se le dise. Maintenant à 100. Oui, à 100, moins de 100. Ouais. Qui vont assurer la formation, pas seulement que des soldats ivoiriens, mais des soldats de toute l'Afrique qui voudraient venir participer à des opérations de maintien de la paix de l'ONU. C'est-à-dire même sur le Burkina ou le Mali, veulent venir former leur contingent, qui veulent partir en opération d'un truc de l'ONU. Parce qu'ils aient cette aspiration. Dans ce cas, quel serait le rôle d'académie de Jacquesville si des soldats français doivent encore former d'autres? Il y a une académie qui est là pour former les soldats africains et ivoiriens contre le terrorisme. Oui. Quelle est aujourd'hui l'utilité encore de soldats français alors que cette académie déjà est là pour former? Et pour compléter, moi je pense qu'aussi il y a des soldats ivoiriens qui sont formés aussi en France. Hein, donc, oui. Mais moi je voulais vous poser une question. C'est pas tabou aussi d'avoir des académies de formation. Je voulais vous poser une question, enfin pas une question, mais je voulais faire une réflexion. Est-ce que le fait d'avoir plusieurs centres de formation en soi est mauvais? Est-ce que avoir une académie à chaque ville qui est spécialisée dans la lutte contre le terrorisme, parce que ce n'est pas simplement que... c'est pas simplement que la lutte militaire. Parce qu'à chaque ville aussi, il faut comprendre que on vient apprendre aux officiers supérieurs ou bien aux éléments de police judiciaire même des différents pays comment mener des investigations sur un terrain. Et en plus, c'est comme, je ne sais pas comment je me vais caricaturer, c'est comme une espèce de mise en scène réelle de ce qui se passe dans le Sahel. Vous avez des constructions où, de façon factuelle, de façon normale, en action sur le terrain, vous avez des éléments qui sont formés à réagir à différents types de problématiques. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de mutualiser ces forces? Là, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que quand on prend aujourd'hui le nord de la Côte d'Ivoire, les soldats français qui ont été chassés du Tchad, là, il y a un accord qui a été signé avec le ministère de la Défense ivoirienne. Ils vont s'installer à Korogo. Non, mais ils sont partis dans un cadre de négociation. Non, je parle des soldats américains qui ont été... Mais est-ce que vous avez une preuve de cette installation des soldats américains? Mais ça, il y a un contrat. Ceux-là vont aller à Korogo. Oui, mais il y a un protocole d'accord avec le ministère de la Défense ivoirienne. Oui. Donc, on a des soldats américains qui vont à Korogo parce qu'il y a le terrorisme au nord. On est d'accord. Mais pourquoi ne pas mutualiser si ces soldats étrangers vont pour la même cause? Je parle de l'académie à Jacquesville. Oui. Pourquoi ne pas mutualiser et créer soit deux bases et former les soldats, qu'il y ait des détachements, de semi-détachements de militaires français un peu à travers la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut comprendre vraiment la doctrine du PPACI? Pour vous, c'est quoi? Pas de présence militaire française en France, en Côte d'Ivoire, pardon.
formation des militaires par d'autres puissances. C'est quoi la position de votre parti? Oui, déjà, tout à l'heure, mon frère du RHDP a parlé des accords de défense de 61. Ces accords, il faut d'abord que ça soit, voilà, il faut sortir la déclassification, il faut les remettre à plat. Parce qu'aujourd'hui, quand on demande aux Ivoiriens le bilan de l'armée française, il y a 2 dates que les Ivoiriens retiennent de façon tristement célèbre. Il y a novembre 2004 et il y a avril 2011. On a des soldats qui ont tué en 2004. 57 jeunes Ivoiriens qui en ont blessé plus de voilà, événements de novembre, sur l'esplanade de l'hôtel Ivoire. On ne peut pas prétendre aller défendre des pays et quand on va s'immiscer dans les vies politiques et qu'on tue les citoyens de ces pays. Aujourd'hui, la France ne va pas pour défendre un quelconque pays africain. Parce que quand on parle d'accords de défense, le caractère de masse a été créé depuis juillet 78. Juillet 78 jusqu'à aujourd'hui, pourquoi n'ont-ils pas formé des soldats ivoiriens aguerris voilà, pour le maintien de l'ordre? Quand on voit les pays d'à côté, la dernière fois, le président burkinabé s'exprimait pour dire que la France était là et il y a des militaires qui faisaient la garde avec des bâtons. Mais si on ne peut pas équiper des soldats, il faut les former, les équiper. C'est de ça l'Afrique a besoin. L'Afrique n'a pas besoin qu'il y ait des gendarmes toujours derrière voilà, pour travailler pour nous. Aujourd'hui, les Africains, les Ivoiriens, les soldats africains, ils veulent vraiment défendre le pays. Et c'est ce qu'on demande. Donc pour nous, on veut être souverain. On n'a pas forcément besoin qu'il y ait des soldats d'autres pays derrière nous pour défendre nos souverainetés et notre sécurité. On n'en a pas besoin aujourd'hui. Pas de présence militaire française en Côte d'Ivoire. C'est votre position. Oui. Et je pense que le RHDP, on l'a clarifié. Vous pouvez continuer dans le cadre. Parce que mon frère, il a abordé certains sujets. Bon, en fait, si je peux rebondir là-dessus. Rapidement, voilà. Parce que j'aimerais qu'on parle Je pense qu'il faut situer aussi le contexte d'intervention des forces françaises en 2004. En 2004, c'est le FPI en ce temps qui était au pouvoir. C'est ça, oui. C'est le gouvernement d'union nationale, non oui, c'est bien ça, oui. Le gouvernement d'union nationale, mais avec comme président Laurent Gbagbo. Oui, mais après, comme Laurent Gbagbo comme président. Et tout le monde sait que c'est les milices du FPI qui avaient le contrôle de l'armée, des forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce qu'on a appelé milice? Un pays qui est attaqué par des rebelles, vous parlez de milice? Non, mais quand on parle de milice... Laissez-moi finir. Non, mais là, vous dédiez... Quand vous parlez, non, je suis d'accord, mais il faut quand même... Allez-y. Très bien, allez-y. Et il faut suivre le contexte. Les avions de l'armée de l'air ont bombardé le camp de Bouaké, où il y a 9 soldats tués. 9 soldats français tués, et plus d'autres dégâts collatéraux. Et là-dessus, vous êtes défenseur de la France? J'arrive. Non, mais parlez en tant qu'Ivoirien. Mais laissez-moi finir. Non, mais expliquez-moi en tant qu'Ivoirien. Je peux aussi vous interrompre. Allez-y rapidement. Je peux vous interrompre. Donc après, je ne défends pas la France. Parce que quand vous prenez un fait et que vous lancez ce fait-là de façon brutale comme ça, c'est comme s'il n'y a pas eu de fait antérieur. Et donc j'arrive. C'est après cette réaction que l'aviation ivoirienne a été détruite et que, je disais tout à l'heure de milice, il y a eu un appel comment on appelle, une chasse à l'homme des Français, que les événements de l'hôtel Ivoire sont produits. Je suis tout à fait d'accord que les morts sont à déplorer de tous les côtés. Je ne suis pas en train de défendre l'armée française, mais je voulais constituer le contexte. Une fois ce contexte situé, quand je vous entends dire... Non, le contexte n'est pas bien situé. Non, le contexte n'est pas bien situé. On va faire ça par la suite. Quand un président démocratiquement élu, il dirige un pays qui est divisé et qui décide de libérer son pays pour le bien de tous les Ivoiriens et qu'une autre force d'interposition... N'oubliez pas que c'est cette même force française que vous décriez qui a fait le tampon à Thiébissou, pour ne pas que les forces rebelles dont vous parlez ne puissent... Non, mais ça, c'est ce qui se raconte. Tout à l'heure, quand j'ai fait le parallèle par... Non, tout à l'heure, quand j'ai fait le parallèle par rapport... Non, écoutez, tout à l'heure, quand j'ai fait le parallèle par rapport au Mali, c'est ce qu'on raconte. On dit, oui, que l'armée française va perdre le pays. On va pas réécrire l'histoire. On va pas réécrire l'histoire aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on reste... On va pas réécrire l'histoire aujourd'hui. Non, mais il faut prendre la peine de condamner cette attitude de la France qui tue les Ivoiriens. On peut
pas défendre un pays qui a tué des Ivoiriens. Je ne défends quand pas on est Ivoirien. Je ne défends pas la France, je suis non, mais le contexte. Mais le contexte est mal situé. Puisqu'aujourd'hui, le président Gbagbo, de chaque côté, je suis d'accord. Puisqu'aujourd'hui, le président Gbagbo n'est plus au pouvoir, et que depuis pratiquement 2004 jusqu'à aujourd'hui, ce procès est toujours pendant devant les tribunaux de Paris. Quelle en est de la culpabilité du président Gbagbo vis-à-vis des jugements qui sont rendus au tribunal? Jusque-là, le président Gbagbo n'est accusé de rien. Et aujourd'hui, les Français même se posent la question de savoir si ce n'est pas un complot ou dit pour empêcher le président Gbagbo de réussir l'opération Dignité. Donc, quand vous estimez que vous affirmez ici que le président Gbagbo a fait tuer des gens, c'est archi faux. Je n'ai pas dit. Je n'ai dit l'aviation ivoirienne a bombardé un camp français où il y a 9 militaires français tués. Donc je n'ai jamais dit que le président Gbagbo était accusé de quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du procès? Ne me pas les propos que je n'ai pas dit. Aujourd'hui, il y a un procès. Qu'est-ce qu'il en est de ce procès? Revenons. Je vous invite à regarder l'émission. J'avais invité ici Thomas Ofnoung, le journaliste chef du service international de la Croix, qui a écrit un très bon bouquin sur ce sujet, Boaké, le dernier cold case de la France-Afrique. Vous pourrez aller en profondeur sur ce sujet. D'accord. On va revenir vraiment sur la question du bilan. Il nous reste une dizaine de minutes. D'accord. En un mot, quel bilan faites-vous de chaque parti politique de la présence militaire française en Côte d'Ivoire depuis 61 quasiment? Bon, moi, de notre point de vue, c'est une présence qui a permis à l'armée ivoirienne de se constituer, qui a permis à l'armée ivoirienne d'être construite, qui a permis aux forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire d'être opérationnelles à travers des conseillers militaires, à travers différentes stratégies mises en place pour que nous puissions avoir une armée vraiment républicaine. Mais maintenant, il y a eu différentes actions qui sont passées sur le terrain. Nous ne sommes pas dans le secret de Dieu pour pouvoir savoir tous les détails de ce qui a pu se passer. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que l'armée française n'est jamais intervenue en théâtre d'opération à la demande d'un gouvernement ivoirien, comme ce fut le cas dans d'autres pays comme le Gabon, la Centrafrique. Monsieur Diaby, moi je me permets de vous demander, est-ce que vous vous rappelez de l'épisode 2011 où la résidence du président Gbagbo était attaquée? Non, mais ça c'était sous les forces de l'ONU. C'était sous les forces de l'ONU. Non, mais ce ne sont pas les forces françaises. Il faut faire. Non, mais c'est certains confrères qu'on confirmait. Oui, non, c'est pas. Non, mais après, non, il faut être factuel. Oui, ce sont les faits. Les forces françaises qui avaient intégré en son temps la Licorne agissaient sous le couvert des mandats de l'ONU. Donc, ce n'était pas l'armée française qui s'est levée pour aller attaquer quoi que ce soit. J'arrive. Et c'était suite au refus de M. Laurent Gbagbo de reconnaître le résultat des élections qui proclamait M. Ouattara vainqueur et l'utilisation des armes lourdes contre les populations civiles qui a poussé l'ONU à demander cette intervention. Ça ne date pas de très longtemps. De façon très factuelle, c'est ce qui s'est passé. Donc ne dites pas que c'est l'armée française qui s'est levée pour aller déloger M. Gbagbo de son bunker de Cocody. Jamais ça n'a été le cas. Aucune résolution ne donnait mandat aux soldats français et aux soldats de l'ONU de bombarder la résidence du président Laurent Gbagbo. Ça, il faudrait que ce soit clair. Il n'y a aucune résolution qui le dit. Concernant le bilan dont on parle, bon, même quand on lit le discours programme du président, son livre programme, disons, de 2010, au PPACI, nous ne sommes contre aucune forme de coopération. La coopération militaire, elle doit toujours exister. Puisqu'on a toujours besoin de l'autre, on a toujours besoin d'apprendre. Non, écoutez, je parle de la présence des soldats. Il faut dissocier. Une coopération militaire. Non, c'est que vous ne mélangez pas les vocables. La coopération militaire, c'est-à-dire si on coopère des mains avec un pays comme la France, on peut demander à ce que soit on envoie des soldats français à Saint-Cy et des soldats ivoiriens à Saint-Cy pour les former, ou ça peut se faire. Mais on ne veut pas qu'il y ait des troupes dans nos pays. C'est ce qu'on dénonce. Maintenant, quand on parle de ce bilan, comme je l'ai dit, il y a eu les accords depuis 1961. Mais pourquoi, pendant ce temps, je l'ai dit tout à l'heure, la France n'a pas pris la peine de former des soldats aguerris pour défendre nos pays? Et je l'ai dit, ce bilan, pour moi, il est vraiment tristement célèbre. 2004, les Français même le savent, ils le disent. C'est scandaleux d'aller sous un prétexte fallacieux de bombardement et dont aujourd'hui on n'a pas encore les aboutissants, où le président Chirac donne l'ordre à ce qu'on détruise
toute la flotte aérienne ivoirienne. Chirac était votre ami, non? Il n'a jamais été notre ami. Il n'a jamais été notre ami. Il n'a jamais été notre ami. On va tuer les Ivoiriens. Donc pour moi, comme je le dis, pour nous, je pense que monsieur fait référence aux déclarations de Robert Bougie lorsqu'il dit que le président Gbagbo a financé la campagne de Jacques Chirac. Non, mais ça ne veut pas. Non, ça ne veut pas dire qu'ils sont amis. Ah non. Si vous donnez 2 millions d'euros à quelqu'un et ce n'est pas votre ami, c'est que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez, je vais déjà faire même des brèches même un peu dans ce qui se passe un peu aussi en Ukraine, même si on est aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire. Quand on voit le président ukrainien qui aujourd'hui veut s'attirer la sympathie de Trump en contrepartie de minerais rares, de terres rares. Non, c'est Trump qui demande. Non, c'est Zelensky qui a mis aussi cela dans la balance. Donc quand aujourd'hui M. Ouattara compose avec l'armée française, ben, ce n'est pas... Quand l'armée française intervient pour installer Ouattara, il y a des contreparties. Donc ce n'est pas parce que le président Gbagbo hier, dans un livre, on apprend qu'il a donné 2 milliards et que... Il n'a pas refuté les propos. Il n'a pas refuté. Il n'a pas refuté. Il n'a pas reconnu. Mais ça n'a rien à voir... Il a reconnu. Il a reconnu. Mais ça n'a rien à voir à comparer aux mallettes que le régime actuel met à la disposition de Français. Vous avez une preuve de ce que vous dites, parce qu'après ça devient de la diffamation de la calomnie. Le pouvoir Ouattara ne tient qu'à ça. Ne tient qu'à ça. Ce que vous dites n'a pas de sens, c'est pas vérifié. Donc n'allons pas dans ce sens-là. C'est vous qui transportez des mallettes dans des tambours pour envoyer à M. Chirac. Donc c'est connu, c'est reconnu. Et le fait la politique avec honnêteté. On le dit. Il n'y a pas d'honnêteté dans ce que et le même Robert on ne vient pas nous endetter. Quand vous allez à Abidjan actuellement et que vous roulez à Abidjan dans le confort et le luxe et que vous allez dans votre village sur des routes bitunées, quand nos parents dorment sur des tombes et quand les gens s'immolent par le feu, c'est ça le confort? C'est ça le confort? Ils s'immolent par le feu de quelle manière? Il faut le dire aussi. Voilà, il faut le dire. Après, mieux vaut vivre dans ces conditions actuelles que dans au temps du PPACI. C'est conscient de paupérisation galopante de la population. Monsieur, une dernière question pour clôturer. Est-ce que vous avez été blessé par les propos du président Macron devant les ambassadeurs lorsqu'il disait « On a oublié de nous dire merci ». Le gouvernement ivoirien n'a pas réagi, se disant ne se sent pas concerné par le sujet. Non, mais je me trouve à la majorité présidentielle. C'est pas de vous qu'on parle. Pour moi, j'analyse ça comme une infantilisation. D'accord. Parce qu'avant qu'on ne vous dise merci, il faudrait qu'on reconnaisse ce que vous avez fait de bien. Parce qu'en fait, c'est là-dessus ce volet que le président Macron, je crois qu'il est au sujet. Parce que le remerciement, on ne le commande pas. Il vient du cœur. C'est parce qu'il y a une reconnaissance, voilà, et qu'on dit merci. Mais quand les pays africains ne vous disent pas merci, c'est parce que quand ils jaugent le côté positif de votre présence avec ce qui est négatif, bon, dans la balance, j'estime que c'est négatif. Donc il n'y a pas à dire merci. Bon, moi, je voudrais, de la façon la plus solennelle, dire que la base de Port-Bouët a été une base stratégique pour l'armée française. C'était une base de projection. C'était une base maritime aussi. Voilà, ça fait une base de 230 km², où c'était une base logistique qui permettait vraiment beaucoup de mouvements et de projections pour l'armée française. Donc, c'est-à-dire que Port-Bouët était vraiment très important dispositif français en Afrique. À quelle fin? Après, à quelle fin? Oui, c'est par rapport à ça qu'on peut faire un bilan crédible. Oui. Je vais être très honnête avec vous. Oui. La France est une puissance mondiale qui a besoin de relais pour pouvoir se projeter à travers un certain théâtre d'opération dans le monde. Donc la base de Port-Bouët faisait partie de ces bases opérationnelles. Donc pour l'armée française, c'était vraiment une base très stratégique. Maintenant, que cette base soit rétrocédée à la Côte d'Ivoire, et depuis 2012, quand je lis les accords de défense 2012 signés par le président Ouattara et le président Sarkozy, je pense, il était déjà question que la France réorganise son dispositif en Afrique. Et la base de Port-Bouët était dans ce dispositif. Je ne veux pas spéculer ce qui s'est passé dans les autres pays. Ça, c'est le libre arbitre de ces dirigeants-là de faire ce qu'ils veulent avec la France. Mais de la philosophie politique du président Ouattara, il n'est pas question d'humilier quelqu'un. On ne peut pas vouloir humilier la France simplement parce que
on est dans une logique de souverainisme, de populisme. On n'humilie pas la France, Si, on humilie ses opposants et ses compatriotes. J'arrive. Faut pas confondre. Oui, Ne confondez pas la Tchéquie et le sable. Non, mais quand vous dites M. Ouattara, dans sa logique, il ne veut pas humilier. Après, c'est pas comestible. Donc, laissez-moi... Non, mais il ne peut pas humilier une puissance tutélaire dont il dépend qu'il a installé. Ça, on est d'accord. J'arrive. Mais Sacho, on laisse terminer. Après, on ne sera jamais d'accord sur ce fait, parce que vous avez une idéologie politique qui n'est pas la mienne. Très bien. Donc, on ne pourra jamais s'entendre sur ce que... C'est la démocratie. Voilà, on ne pourra jamais s'entendre sur ce que vous voulez, ce que moi je veux. Donc, ayez la courtoisie aussi de me laisser penser ce que je veux, de dire ce que je pense bien être pour moi et les Ivoiriens. Le jour où reviendront... Non, pour vous, pas pour les Ivoiriens, parce que là... Les Ivoiriens, parce que non. moi, ça Bon, messieurs, je pense que le rendez-vous sera pris pour octobre 2025, en espérant que le PPACI aura son candidat. Mais on a déjà un candidat. On a déjà un candidat. Inscrit sur la liste électorale. Il le sera. On a été à une convention. Il faut qu'il trouve un plan B. Hein. Il le sera. Parce que s'il n'y a pas de plan B, c'est en connaissance de cause que... C'est en connaissance de cause que le RGP 4 mandats. Le président n'a pas encore décidé s'il sera candidat ou pas. C'est en connaissance de cause que depuis le 10 mai 2020, quand on a fait la convention et qu'on a choisi le président Gbagbo comme notre candidat. C'est notre candidat. Prenez avoir Don Melo, c'est un très bon candidat. On ne nous impose pas prenez avoir Don Melo, je vous le suggère. Merci messieurs, merci beaucoup pour ce débat. Merci à Robert Clicquot de Bec à la réalisation. Portez-vous bien, bon week-end. Merci.